Bonjour à toutes et à tous. Donc, ça va être le panel le plus passionnant de la journée, forcément, sur le métavers. Donc, mot à la mode, n'est-ce pas? En guise d'introduction, bon, j'imagine que vous connaissez le mot. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui? Vous connaissez l'actualité, j'imagine. Facebook s'appelle Meta. Il a annoncé qu'il allait virtualiser probablement la planète entière. Et que son réseau social allait devenir un réseau social 3D dans un environnement de type jeu vidéo permanent qu'on appelle un métavers. Et son groupe s'appelle Meta. Donc on en parle beaucoup depuis, je sais pas, quelques mois maintenant. Et puis un deuxième phénomène qui nous intéresse plus ici et qu'on va débattre, en tout cas en partie, c'est pourquoi le métavers devient une vraie économie. Et qu'est-ce qui permet au métavers de devenir une économie qu'il n'a pas pu véritablement devenir au cours des dernières années, parce que finalement les métavers existent depuis au moins 20 ans, et dans la science-fiction depuis 1963. Et dans la réalité, on dit que c'est Second Life, mais il y en avait d'autres avant, en réalité. Mais celui qui est le plus connu, c'est Second Life, évidemment. Et Second Life qui a fini par péricliter, d'ailleurs, parce que c'est un environnement trop fermé. Et aujourd'hui, eh bien, avec le fameux Web 3, peut-être qu'on va définir le Web 3 pendant le débat, parce que ça veut dire tout et son contraire. Mais on va utiliser cette expression grâce à la blockchain. Et il y a une économie du métavers qui devient possible. En tout cas, c'est la promesse que nombreux font. Il y a des projets qui sont phares. Celui qu'on connaît bien en France, Cocorico, c'est Sandbox, mais Decentraland est l'autre grand projet phare. Il y en a d'autres qui sont annoncés. Des métavers, moi-même, je lance un métavers, mais qui est thématique dans le football. Et donc, il y a une économie qui est en train d'émerger. C'est l'un des sujets de ce débat, c'est de savoir si ça ressemble à quoi cette économie, est-ce que c'est vraiment durable, etc., 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 etc. Et donc, je propose, non, j'impose même, de commencer par Bilal. Bilal dit un petit mot court sur ce que tu fais, si tu veux bien. Et ce que je vais te poser comme question, Bilal, c'est que tu nous plantes un peu le décor, en fait. Alors, il y a un mot que je n'ai pas prononcé, le mot-clé, c'est NFT, mais il était sous-entendu. Métavers, économie égale NFT, à 3 petits points. Et on parle de quoi? C'est quelques chiffres, peut-être quelques repères pour commencer ce débat, si tu veux bien. Bien sûr. Du coup, bonjour tout le monde. Moi, je suis le cofondateur et le directeur technique de Gami. On est un jeu qui vise à réinventer Tamagotchi ou Nintendogs sur mobile et qui utilise la réalité augmentée afin de contextualiser dans son environnement l'élevage de son chien et des NFT qui ont trouvé donner une bonne proposition de valeur aux jeux vidéo. On a l'ambition de construire ce qu'on appelle un pétaverse, qui est un monde virtuel dédié aux animaux et en l'occurrence aux chiens, parce que notre univers est fait de chiens assez réalistes. On est une boîte qui compte environ 35 employés aujourd'hui. On a déjà fait un premier drop qui a été sold out. On a fait un deuxième drop, on est en train de faire un deuxième drop en ce moment même, depuis hier soir, qui est en cours d'être sold out. Et on a aussi un token qui est listé. Alors, Dogami, en termes de statistiques, c'est quoi? C'est une communauté d'environ 200 000 personnes, de dog lovers, comme on les appelle. On a fait plusieurs études et analyses sur notre communauté. Ce qu'on s'est rendu compte, en l'occurrence, c'est que 45% de nos holders, comme on les appelle, c'est-à-dire des gens qui possèdent des Dogami, donc des NFT qui sont des chiots, ont interagi avec la blockchain pour la première fois. C'était aussi un des objectifs qu'on s'était fixé en créant ce jeu, d'essayer de catalyser l'adoption, de créer quelque chose de ludique et de pédagogique autour de la techno sous-jacente qui est la blockchain. On a des holders qui vont de 12 ans à 65 ans, donc ça appuie le potentiel mass marché que représente ce jeu. Et quels sont les avantages à utiliser des crypto-monnaies et des NFT dans un jeu? Il y en a 2-3 qui sont assez intéressants.
Le premier, c'est que, on le dit souvent, ça permet de créer de la rareté digitale. Mais c'est quoi la rareté digitale? La rareté digitale, c'est la capacité à pouvoir vérifier l'unicité ou la comptabilité des actifs avec lesquels on joue. Donc là, en l'occurrence, on peut vérifier que le chien qu'on possède est unique. Unique, ça veut dire que sa génétique ou ses métadatas lui sont propres et il possède une combinaison de génétique qui lui est propre. Ça se retranscrit aussi sur l'aspect visuel du chien. Chaque chien est unique visuellement. Ça permet aussi de mieux monétiser son temps de jeu. Et ça, c'est une des propositions de valeur, sans vouloir financiariser le gameplay. L'idée est de manière très pragmatique de dire, en fait, des gens passent du temps dans des environnements partagés, créent de la valeur entre eux, et donc du coup, cette valeur doit être, entre guillemets, rémunérée. Et c'est là où arrive le token, qui permet en fait d'extraire la valeur du jeu en permettant l'échange de ce token, qui en l'occurrence pour nous c'est le Doga, qui est listé sur différentes places de marché, afin de l'échanger contre des stablecoins euros. Et donc in fine, le jour où on finit de jouer, on peut soit vendre tous ses actifs, ou du moins avoir amorti son temps de jeu en valeur monétaire. Donc voilà rapidement ce que c'est Dogen. Super intéressant, sauf que tu n'as pas répondu à ma question, mais c'est pas grave. Et il y en a d'autres qui le feront à ta place, à mon avis. Merci Bilal. Alors, je me tourne vers Raphaël. Bonjour Raphaël. Salut Thibaut. Et Raphaël, je me tourne vers toi parce que tu as un cas d'usage que je trouve très intéressant, que j'aimerais que tu expliques, mais qui nous permet aussi de comprendre l'économie de métavers comme Sandbox. Parce qu'aujourd'hui, tu en fait interagis avec cette économie, cet écosystème de Sandbox pour proposer des services. Est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer comment fonctionne cette économie d'un métavers comme Sandbox? Ça nous intéresse ici parce que d'abord c'est aussi français et que c'est un des principaux métavers. Et comment toi alors tu interagis avec cet écosystème? Bien sûr. Alors juste pour reprendre un peu la genèse de ce que tu présentais tout à l'heure, par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment depuis peut-être 1 an et demi, comparativement à ce qu'on a vécu les 20 dernières années sur les mondes virtuels qui existaient déjà, je pense qu'il y a 2 sujets importants à soulever. La première, c'est la tendance qu'on a vécue suite à la période Covid. C'est-à-dire que ça a créé des nouveaux usages et des nouveaux besoins de la part d'individus à travers le monde. On avait des mondes virtuels à l'époque, il y avait des gens qui passaient déjà du temps dessus, mais avec un intérêt différent. On a vu pendant Covid des gens se retrouver seuls chez eux et commencer à créer de nouveaux usages et un intérêt pour notamment les actifs digitaux, le fait de pouvoir créer une économie virtuelle, une économie sur des mondes virtuels, redéfinir le sens de la propriété et de la valeur accordée aux choses. Et en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui quand on voit la montée en puissance des métaverses, c'est que d'un côté, il y a des usages et une utilité forte qui en ressort, c'est-à-dire que, notamment en ce qui nous concerne, et je présenterai après ma boîte, mais on voit des acteurs qui cherchent, par exemple pour des organisateurs d'événements, à dérisquer leur business et puis uniquement être liés à des organisations physiques. Donc venir créer un environnement économique sur des espaces digitaux. On voit des entreprises qui cherchent à réunir leurs collaborateurs à distance. On l'a vu avec le télétravail qui s'est développé et des acteurs et des boîtes comme Hopin, comme évidemment Zoom, etc., qui ont créé un outil et des outils pour pouvoir se réunir à distance sur la vidéo en conférence. Et on voit en fait aujourd'hui à travers ce type de format les métaverses se développer dans la mesure où en fait c'est un nouvel UX pour Internet qui va permettre de créer une expérience immersive plus avancée, plus poussée pour se réunir à distance sur des intérêts différents. L'organisation d'événements, le fait de réunir des collaborateurs à distance, sur ces univers Web3 dont on va parler un peu plus tard, le fait de réunir des communautés, notamment Web3, à distance autour d'intérêts communs. Et donc, il y a une émanation qui provient d'un besoin et d'une utilité première liée à réunir des personnes autour d'intérêts communs à distance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vu avec le développement de la blockchain ces dernières années et des NFT, comme on le disait tout à l'heure, une économie se développer, une économie virtuelle. Le principe des métaverses intégrantes des composantes blockchain, intégrantes des composantes crypto, c'est aussi un moyen de pouvoir toucher une audience crypto captive, NFT captive, qui ont des wallets, qui ont des crypto-monnaies et qui vont pouvoir dépenser de l'argent en crypto, qui vont pouvoir investir de l'argent en crypto
ou vivre une économie en crypto au travers de ces expériences qui intègrent la possibilité de connecter un wallet, de dépenser dans ces univers, d'acheter, de transacter et gagner de l'argent potentiellement. Donc il y a ces deux aspects qui sont importants à comprendre sur le développement de ces plateformes qu'on voit émaner aujourd'hui. C'est d'un côté l'utilité première liée à des tendances et des usages qui se sont développés ces 2 dernières années, et de l'autre, l'intégration de composantes blockchain NFT qui permet de vivre une économie nouvelle au travers de toutes ces composantes technologiques qui y sont intégrées. Pour répondre peut-être plus spécifiquement à ta question, Merci Raphaël. sur les mondes donc, qui se sont développés comme Sandbox, Decentraland, qui sont on va dire les plus connus aujourd'hui, ils ont fait le choix en fait de créer des univers, donc des univers virtuels sur lesquels décentralisés, donc c'est-à-dire qui intègrent les composantes blockchain, c'est-à-dire une immuabilité de leur monde qui s'inscrit et qui s'enregistre sur des composantes blockchain, c'est-à-dire que pour reprendre la définition Sandbox, a fait le choix, ou Decentraland, de créer un univers virtuel sur lequel on va pouvoir, en tant que développeur ou en tant que tiers, créer une expérience et s'approprier du foncier virtuel, avec pour but et pour intérêt de créer une économie et un monde un peu à la réseau social, comme on l'a vu sur Facebook, mais intégré avec des composantes blockchain, et de manière à pouvoir s'approprier et donc devenir propriétaire d'un espace virtuel pour pouvoir y vivre des expériences et créer une économie associée. Alors, merci Raphaël. Je n'ai pas trop parlé de... Nadège. Je vais me faire l'avocat du diable pendant quelques secondes. On dit parfois des métavers qu'il n'y a pas vraiment de business model en dehors de vente de l'immobilier. Et c'est ce que certaines personnes disent. C'est quoi le business model? Ok, on vend de l'immobilier, ok, il y a des espaces vendus à des annonceurs ou à des marques, très bien, il y a de l'argent qui est fait, mais où est le business model à plus long terme? Vous avez étudié le phénomène venant du secteur plus traditionnel de l'immobilier, parce que vous êtes une experte du domaine. Et quel regard vous portez sur ce phénomène des métavers? Bonjour. Vous présentant bien sûr, Nadège. Donc moi je dirige Equina, qui est une structure qui existe depuis pas mal d'années, mais dans le monde réel, enfin voilà, pour faire une différence avec le virtuel, dans le monde réel, et qui vise à définir des lieux, construire des lieux qui répondent à des attentes d'usage, donc c'est-à-dire qui correspondent à ce que veulent les gens. Donc ça peut être des grands magasins, des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, etc. Pourquoi je me suis intéressée au métaverse? C'est parce que pour moi, demain, les nouveaux lieux, entre autres, parce qu'il y aura toujours les lieux réels évidemment, mais ce sera le métaverse, parce que c'est pour moi inéluctable. C'est-à-dire, comme tous mes amis l'ont expliqué, c'est l'évolution des comportements, c'est l'évolution des attentes des gens. Effectivement, la période Covid a accéléré tout ça parce que ça a permis d'avoir une évasion vers autre chose, de s'apercevoir qu'on pouvait se construire des événements, faire des choses, des nouveaux espaces dans un monde virtuel. Et donc, pour moi, les gens du réel, pour suivre les attentes de leurs clients, de leurs usagers, etc., doivent aller construire, faire des lieux, faire des espaces dans le monde virtuel. Sauf que ils sont pas les gens qui construisent des lieux, qui sont donc le monde de l'immobilier. C'est un monde qui est assez immobile par définition, qui a besoin d'avoir du béton, d'avoir des murs, d'avoir des choses assez concrètes, de visualiser les choses. Et sur ce genre d'univers virtuel décalé, ils sont assez suiveurs. Ils ont déjà été suiveurs en fait sur tout ce qui est Internet, c'est-à-dire que tout ce qui était immobilier retail a agi avec beaucoup de retard sur tout ça, ce qui fait que tout le monde des centres commerciaux, plutôt des centres commerciaux d'ailleurs pour les investisseurs immobiliers, a été un peu en recul, notamment parce que ils se sont pas rattachés à la distribution Internet, et il y a 20% de la consommation qui maintenant est faite sous Internet. Donc comme le volume entier de la consommation n'est pas extensible à souhait, c'est toujours ça qu'il ne capte plus et qui peut poser difficulté dans les développements. Et selon moi, effectivement, il y a besoin pour tous ces investisseurs d'aller
travailler dans le métaverse parce que ça va être l'évolution du monde de demain, parce que les gens vont y faire des choses, que les murs, de toute façon, que ce soit des murs ou des espaces, après, on se raccroche au mot land, à construire des murs, des bâtis, acheter des terrains, etc., parce que c'est effectivement un repère intellectuel qu'on a. On pourrait aussi parler d'espace, on peut le définir parfois autrement, mais néanmoins, ça reste quelque chose effectivement de foncier d'une façon ou d'une autre, qu'on peut exploiter pour en faire soit des lieux de divertissement, soit des lieux de commerce, soit des lieux de bureaux, de formation, etc., où peut y avoir justement des gens qui vont avoir l'intelligence, avec des architectes du métaverse, de créer des lieux intéressants, qu'après on va louer à des gens qui n'ont pas cette envie de faire le lieu, mais qui ont envie de faire l'événement. Donc en fait, on recrée ce qui se passe dans le réel, dans le métaverse. Donc c'est pour ça, probablement, que vous dites l'immobilier, c'est ce qui fait de la transaction. Moi, je trouve pas assez du tout. Il y a peu de gens aujourd'hui du monde réel qui ont déjà investi dans le métaverse. Il y a un peu Carmilla Carrefour qui a acheté un land. Il y a Mercialis Casino qui crée une structure pour réfléchir. Warner Bros, dans un autre genre, a acheté un land pour faire un parc d'attractions. Il y a Walmart. Le Printemps n'a pas acheté de terrain, mais fait de l'expérience pour sentir un peu le marché, voir s'il va pouvoir décliner quelque chose. Mais c'est à peu près tout. Il y a l'immobilière Maurice aussi, qui a acheté des landes, qui ne sait pas trop quoi faire. Enfin, c'est pas du tout encore développé. En même temps, c'est un monde d'expérimentation, c'est quelque chose de nouveau, et c'est déjà bien qu'il s'y passe quelque chose. Mais je pense qu'il y a beaucoup de freins aujourd'hui, en fait. Notamment les freins d'un monde virtuel du métaverse qui, pour des gens du monde réel, que je représente, est un peu un monde d'entre-soi. C'est-à-dire que chacun doit faire un pas vers l'autre. C'est vrai que ceux de l'immobilier sont un peu frileux, un peu suiveurs, ont du mal à passer le cap d'être dans quelque chose qui n'existe pas, quoi, en gros. Et en même temps, le monde de la tech, le monde du métaverse, le monde du NFT, du crypto, etc., parle un langage un peu obscur, aime bien travailler entre soi et n'est pas forcément le plus abordable des univers. C'est pas vrai qu'on parle un langage obscur. Nous, on aime juste les non-fungible tokens, c'est tout. Hein. Oui. Alors, Nadège, vous m'avez tendu la perche, elle est juste parfaite parce que j'ai vu le non-verbal de Nicolas qui s'activait. Et donc, Nicolas, tu es forcément tout à fait d'accord avec Nadège quand il dit qu'il n'y a pas d'acheteur, qu'il n'y a pas de marché. Alors, bonjour à tous. Non, pas tout à fait. En fait, je trouve que pour un univers dont on n'a pas encore défini les contours, dont le business model n'est pas complètement établi, dont l'usage est encore naissant, je trouve qu'au contraire, il y a un intérêt qui est quand même très fort. Il y a pas mal d'entreprises qui ont acheté des lands, mais vous ne le savez pas encore. Il y a aussi, je trouve, une pression d'ailleurs sur le prix des lands qui montre que ce n'est pas si simple que ça aujourd'hui de faire une acquisition telle qu'on la souhaite. Donc moi, au contraire, je pense que pour un début, c'est plutôt pas mal. Après, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'il y a une problématique finale qui est sur l'accessibilité. Et il y a une vraie problématique des entreprises, que ce soit des grands groupes, mais même des groupes digitaux plus agiles, d'arriver à s'approprier cet univers. C'est là où justement nous, on intervient en tant que CoinHouse. Vous nous connaissez pour la plupart comme un des acteurs de référence pour l'acquisition, l'investissement dans les cryptos. Mais déjà depuis 2014, on a cette proximité avec ce secteur et on accompagne des grands groupes et des institutionnels depuis très longtemps. Et justement, on a commencé à accompagner depuis plusieurs mois des gens comme Carrefour, c'est de notoriété publique, qui se posaient justement la question, mais ok, je veux acheter un land dans Sandbox. Déjà, est-ce que c'est dans Sandbox ou ailleurs ? Qu'est-ce que j'achète ? Comment je l'achète ? Ah, en fait, il faut des Ethers. Et là, il y a le directeur financier qui dit, alors il est juste hors de question que vous touchiez à quoi que ce soit qui s'appelle crypto, c'est de la fraude, donc il ne faut absolument pas en posséder. Néanmoins, les équipes marketing et la direction, y compris le CEO, dit non, il faut y aller. Donc il faut des solutions, il faut acheter des cryptos, acheter un land. By the way, il faut un wallet. C'est quoi un wallet ? En fait, on ne sait pas, il faut une seed ou je ne sais pas trop quoi. Donc au final, ils ne savent pas faire. D'où la nécessité d'avoir des acteurs de confiance capables de les accompagner, capables de les aider à gérer ça. Il y a la conservation, il y a l'animation, il y a la possibilité de commercer derrière. On y reviendra derrière.
On est au début de tout ça. Je pense qu'il faut en effet que des acteurs comme nous et d'autres viennent se positionner pour aider cet écosystème à se créer. Il y a aussi des questions d'accessibilité côté utilisateur. On l'a vu avec l'expérience de Carrefour qui a utilisé son LAN pour un premier lieu d'espace de recrutement. C'est intéressant, on n'y fait pas nécessairement du business, c'est un premier test. Ils sont loin de vendre encore votre panier en ligne et de trouver aussi un marché maximal pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, le nombre de possesseurs de wallets NFT, et peut-être que Bilal, tu auras des chiffres plus à jour que moi, mais j'ai retenu de mes dernières données que c'est autour de 3 millions. Au niveau mondial, alors que sur les wallets crypto, on est, selon les chiffres et selon les périodes, entre 150 et 250 millions. Et on a un marché adressable de plusieurs milliards de personnes. Donc on est encore très tôt dans le développement, parce que aussi c'est très compliqué de manipuler un wallet. Et on doit tous faire, à commencer par des boîtes comme la mienne, l'effort d'accessibilité, de gestion de ces sujets. On y travaille, et d'autres sociétés, il y a une place énorme pour l'entrepreneuriat et pour des entreprises comme les nôtres à pouvoir se positionner. Moi, je serais plutôt positif. Le verre est plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Alors, j'étais pas, si je peux me permettre, j'étais pas négative. Je suis assez d'accord, même si je trouve qu'il n'y a pas tant que ça d'acteurs qui sont allés sur le marché. Si on remonte au début du métavers, ça fait quand même finalement assez longtemps. Bon, c'est maintenant qu'on en parle. Bon, mais ça vient, mais pas très fort, sur des opérateurs vraiment immobiliers. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui achètent des landes, mais sur des opérateurs immobiliers, il n'y en a pas beaucoup. Mais si on prend le marché immobilier, peut-être, mais c'est un voilà. marché qui est un peu plus, comme vous le dites, c'est des gens qui sont très suiveurs. Voilà, mais pensez qu'il y a des assureurs, pensez qu'il y a des groupes dans la musique, des groupes dans l'univers du gaming. Ubisoft, on n'en a pas parlé, mais c'est un de leurs gros sujets. Des marques de luxe. On a plein de marques de luxe avec lesquelles on a contracté pour justement les aider à accepter des paiements en crypto dans ces univers. C'est pas encore bien défini, mais ils ont déjà commencé à vendre des NFT. Oui, mais ça, je suis complètement d'accord. Mais justement, ça veut dire que ça recommence comme le monde d'Internet, c'est-à-dire que les acteurs de l'immobilier initial, c'est-à-dire qui normalement devraient porter tous ces gens-là pour leur faire payer des loyers après, parce que c'est ça le deal, eh ben, ils vont encore arriver après. Et finalement, c'est les acteurs plus agiles, plus malins, qui vont leur piquer la vedette, et eux, ils vont se retrouver avec les miettes. Voilà. C'est les règles du jeu, non ? Oui, mais bon, voilà. C'est pour ça que je suis là, pour essayer de dire, faut bouger. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un avenir pour les agents immobiliers du métavers ? Parce que c'est un peu ce que tu fais quelque part, non, Nicolas, lorsque tu intermédies entre on est des facilitateurs, mais on n'est pas des. Il y a des gens qui vont se positionner. Clairement, c'est un business à prendre. Vous pouvez faire de la gestion, vous pouvez faire un fonds sur des lands et acheter des lands et essayer Internet, de les louer ou de les tu as revendre. même en France des sites qui se présentent comme agents immobiliers du métavers. Il y en a. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont sérieux ou pas, c'est autre chose. Mais c'est en train d'arriver. Il faudra peut-être un jour les réglementer comme les agents immobiliers. Alors, ces gens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation. Donc vous, moi, n'importe qui peut aller se mettre agent immobilier dans le métavers. Il n'y a pas de règle. Il y a des acteurs qui référencent des terrains à vendre aussi, comme Parcel par exemple, que vous connaissez peut-être, qui font de l'agrégation de terrains à vendre, qui réunissent les différents terrains disponibles sur les différents métaverses. Donc ils sont en quelque sorte des agents immobiliers. Bilal, tu voulais réagir ? Ouais, alors plusieurs sujets. Alors autant, en fait, je comprends l'envie de faire le parallélisme avec le monde de l'immobilier dans le monde réel, mais en fait, la chaîne de valeur, elle est totalement chamboulée, et la valeur qu'avaient des notaires ou des agents immobiliers dans le marché réel n'a pas forcément son sens, parce que typiquement, le notaire devait traquer la propriété des lands, mais là, il y a la blockchain qui le fait. Il n'y a pas de risque de compensation, parce que c'est le premier problème que résout la blockchain. Demain, en effet, plus les mondes vont se développer, et plus il pourrait y avoir des gens qui sourceraient des biens immobiliers, mais qui, je pense, auraient d'autres skills que des agents immobiliers classiques du monde réel. Ça, c'est la première chose. Ensuite, même dans le business model, en effet, il n'est pas encore terminé, mais ce qu'il en ressort, c'est ce qu'on appelle l'économie de la création, la creative economy, où dans le Web 2, créer du contenu, c'était faire des vidéos sur YouTube. Dans le Web 1, c'était faire des blogs. En fait, dans le Web 3, créer du contenu, c'est créer des avatars, créer des expériences, des
des buildings, qui peuvent être des musées virtuels, qui peuvent être des supermarchés pour Carrefour ou whatever. Et en fait, en apportant cet avatar, cet immeuble, cette île, ce centre commercial, ce panneau publicitaire, on crée du contenu dans ces métavers. On est rémunéré parce qu'on les vend, mais on est aussi rémunéré parce que plus ils sont utilisés, plus ils sont échangés, plus on va pouvoir collecter des droits de suite ou ce qu'on appelle aussi des royalties. Et c'est aussi ça, la grande révolution dans ces modèles économiques, c'est qu'on arrive à capter une sorte de long tail ou un marché secondaire noir qu'on n'arrivait pas forcément à capter et qui est très rémunérateur. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Merci Bilal. Antoine, je me tourne vers toi parce que une des questions qu'on pose souvent dans ce débat, c'est vraiment les cas d'usage. Et pas mal de personnes ne sont pas convaincues par les cas d'usage du métavers. Et toi, tu veux nous présenter un cas d'usage bien spécifique. Plein de cas d'usage. Si vous avez 2-3 semaines, on partira en vacances tous ensemble et puis on pourra en discuter. Nous, on part toujours des cas d'usage. Notre mission, c'est de créer des expériences puissantes, excitantes, et on le fait dans notre groupe avec le théâtre, la réalité virtuelle, des jeux interactifs, et avec Touloa, qui est une des sociétés depuis 2 ans en créant des métavers sur mesure. Avant qu'on parle de méta, on ne l'appelait pas d'ailleurs métavers à l'époque, et on le fait en commençant par le design. C'est-à-dire on demande à nos clients, OK, vous voulez faire vivre quoi comme expérience, et puis surtout pourquoi ? Et à partir de là, on va développer du design, des fonctionnalités, des modes d'interaction pour que l'univers s'adapte aux différents types d'interactions qu'on veut et en y mettant tous les contenus dont les clients ont besoin. Et du coup, donc on s'adresse aux professionnels et pour eux, l'usage, ça va pas être on va faire une salle, ça va être on va digitaliser un processus d'intégration, de recrutement. Et du coup, si on fait ça, on va être meilleur en termes d'attractivité ou de rétention des talents. Et pour un de nos clients pour qui on a fait le campus interne, la rétention des talents, un ingé qu'on garde 8 mois de plus, c'est 150 000 € qu'on peut staffer. Et ils ont un enjeu de recruter 10 000 personnes par an. Donc là, il y a tout de suite de la valeur pour les clients. Et donc, on va plutôt travailler comme ça sur fabriquer des espaces de onboarding, des campus. Et on nous amène maintenant vers tout ce qui est marqué enseigne, où finalement, ce qui est fabuleux avec le métavers, c'est si on sait le fabriquer, si on est maître des données, on va pouvoir faire un peu l'effet Ikea, c'est-à-dire on va spatialiser des produits, on va pouvoir créer des ventes non planifiées et aussi, par les interactions et les modes d'interaction, créer une relation distinctive avec les clients, les prospects. Donc on va être accueillis et avec des vendeurs qui vont avoir tous justement être alignés sur l'expérience client. Donc on peut recréer du coup l'expérience boutique, mais pour les clients, où qu'ils soient, quand ils veulent. Et surtout, notre enjeu, c'est quel que soit leur outil techno. On ne maîtrise pas le niveau de Wi-Fi, la vétusté des ordinateurs de nos clients. Et on travaille avec des groupes qui ont des enseignes. Vous avez des gens un peu partout en France qui ont différents types d'outils. Et il faut que les outils soient accessibles, sans mettre à jour un patch pendant 3h30, mais accessibles, simples, rapides, efficaces. Merci. Ce que je voudrais, en fait, sur les 15 minutes qui nous restent, c'est que chacun partage sa vision de ce que c'est qu'un métavers dans lequel lui-même aurait envie de se balader. Et, parce que c'est très bien de parler de métavers, mais est-ce que vous y passeriez vous-même des heures avec votre casque ? Et comment est-ce que vous voyez, vous, le métavers qui à la fois vous donne envie et qui peut apporter quelque chose de positif à la société ? C'est quoi le métavers de demain qui vous donne envie ? Surtout pas un casque, hein, parce que, enfin, juste, alors sauf si tous nos clients ont un casque, on fait de la réalité virtuelle à côté, on fait des expériences puissantes, excitantes pour certains de dirigeants de grands groupes que vous connaissez ou pour l'Agence spatiale européenne, mais une expérience puissante, excitante, ça dure 4 minutes. Et après, vous sortez de là, vous êtes débriefé, etc. Mais passer la journée sur un casque, moi, jamais de la vie. Je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le travers des réseaux sociaux d'entreprise. Vous savez, ces merveilleuses inventions, on disait, tiens, on va donner un lien, et puis les gens, ils vont faire des trucs. Mais il faut qu'il y ait des contenus, il faut qu'il y ait des expériences, il faut qu'il y ait des gens qui organisent des events, il faut qu'il y ait des choses à y faire. Je pense que c'est par le contenu, par l'utilité, par le design qu'on va justement avoir envie d'y passer du temps. Pas pour juste déambuler dans un espace virtuel qu'on va comparer avec le réel.
Alors pour les casques, je suis d'accord avec toi. C'est aujourd'hui, c'est assez pénible. Je ne sais pas si vous avez utilisé les casques type Oculus après 20 minutes. Moi, je suis malade. Donc, mais beaucoup de métavers ont différentes modalités d'entrée, pas nécessairement avec des casques. La plupart des métavers sont également compatibles avec portable, téléphone portable et ordinateur. Mais en même temps, on sait que la technologie évolue vite et qu'il y a Google va revenir avec sa dernière génération de Google Glass. Et puis, on sait qu'il y a la Chine prépare des lunettes à $50. On verra la qualité. Mais généralement, quand on dit que la technologie bloque, c'est une question de temps. Alors, je peux te parler. Alors, le projet ultra secret dit Poudlard pour ce grand groupe techno. Mais qui est juste un effet fun, mais moins sur les usages. Je ne sais pas si vous voyez, mais à Poudlard, il y a les sorciers qui se baladent, et puis en même temps, on a les gens qui passent justement les fantômes, et puis on a les dames sur le mur là, qui vous ouvrent pas les portes. Donc actuellement, ce qu'on fait chez Capgemini, c'est que quand mon avatar se déplace et qui passe devant une fenêtre sur le monde réel, ça capte la webcam qui donne sur des espaces réels. Ça permet de faire visiter à Jean-Bernard Lévy les installations EDF en Chine. Et puis de faire, sans qu'il ait à faire la quarantaine, et de lui montrer des installations forcément ultra secrètes et de faire des selfies avec lui. Et puis, du coup, la partie fantôme de Poudlard, c'est tout simple. Il s'agit plutôt de s'inspirer moins des autres métaverses, mais de Pokémon Go. Et c'est assez simple pour nous, du coup, de spatialiser des espaces où ils vont se créer des interactions. Et vous allez voir, du coup, les avatars de vos collègues qui assistent au même séminaire ou qui sont en train de travailler dans les mêmes espaces, parce que vous allez superposer le réel et le digital, et du coup, créer des relations authentiques. Mais pour l'instant, on le fait avec un smartphone ou avec des écrans, donc c'est pas ultra fun. Raphaël, est-ce que tu veux partager ta vision? Volontiers. Nous, si vous voulez, déjà chez Reality, on est pour raconter un peu ce qu'on fait aussi, c'est-à-dire qu'on a développé une plateforme, un outil qui va permettre de créer des événements virtuels sur toutes les plateformes métaverses. Et en fait, on est parti du postulat que justement l'idée, c'était pas qu'on allait remplacer le monde réel par ces univers virtuels, mais au contraire qu'on allait y proposer des nouveaux cas, des nouvelles expériences immersives à travers des cas d'usage spécifiques. Et en l'occurrence, on est parti du postulat que justement le principe de l'événement, de réunir des communautés, des audiences, des clients à un moment très spécifique autour d'un intérêt commun, c'était un cas d'usage qui pouvait être très fort. Et donc en fait, on part du postulat qu'on va pas passer 12 heures par jour sur ces plateformes métaverses, mais qu'on va se réunir peut-être 1 heure par-ci, 1 heure par-là, autour d'un but très spécifique. Et je pense que pour répondre un petit peu aussi au titre du panel aujourd'hui, le métaverse constitue une aubaine pour les crypto-monnaies et les NFT. Je pense que ça constitue une aubaine pour beaucoup d'acteurs du monde de l'entreprise, au niveau aussi individuel et auprès des marques, de toucher justement plutôt ces audiences qui hold et qui achètent des crypto-monnaies et des NFT. Aujourd'hui, toutes les marques cherchent à développer, on va dire, une clientèle de nouvelle génération qui vont consommer des nouveaux produits et cherchent des leviers de croissance à travers des nouveaux usages. Et je pense que beaucoup d'entre elles cherchent à toucher des acteurs du monde des crypto-monnaies, ces nouvelles générations qui achètent et qui consomment du NFT, et elles ont du mal encore à comprendre un petit peu leur organisation, leurs besoins, leur volonté, etc. Et le fait de rentrer sur ces métaverses, ça va leur donner le moyen de pouvoir capter ces audiences à des moments très spécifiques et en même temps de leur adresser des produits qui correspondent à leur méthode de consommation à travers la connexion des crypto-wallets, la connexion et la vente de NFT qui vont pouvoir porter et représenter sur des avatars dans des métaverses. Donc c'est un peu le prolongement d'environnement réel et à travers des nouveaux leviers de croissance pour les marques. Et donc c'est une aubaine beaucoup pour les entreprises et pour les marques de rentrer sur ces univers. Et donc à notre sens, l'idée c'est vraiment de se dire que les métaverses de demain, et donc si je pouvais donner un avis sur l'orientation idyllique presque de ce que pourraient être ces univers, c'est vraiment des mondes dans lesquels on va passer des temps courts ou des temps ponctuels, soit à travers des événements, soit à travers des expériences divertissantes. Donc le gaming, c'est un cas d'usage très fort. Et ça fait partie des enjeux pour moi qui vont être autour des créateurs, notamment de trouver et de développer à travers leur créativité les meilleures expériences possibles pour adresser une audience captive sur ces environnements. Merci Raphaël. Bilal, c'est quoi ta vision? Parce que le plus important, c'est quand même de se mettre dans la peau des utilisateurs. C'est bien de parler d'économie, de marque, d'immobilier, d'annonceurs, etc. C'est très bien. Mais pour que tout ça fonctionne, il faudra qu'il y ait une adoption massive. Et comment tu vois l'adoption massive
des métavers, pas dans les 3 mois qui viennent, mais dans les 2 ans qui viennent. Parce que ce que beaucoup de gens disent, c'est oui, ça va passer. On sait que l'Internet est passé, la blockchain est passée, les métavers passeront, c'est bien évident, n'est-ce pas? Mais en dehors du sarcasme, comment est-ce que toi qui as toujours été visionnaire dans la blockchain, comment est-ce que tu vois les choses en 2 ans? Le métavers qui va vraiment susciter une adoption massive, il va ressembler à quoi? Alors, je pense que déjà, il va être décentralisé, c'est-à-dire qu'il va être possédé par ses utilisateurs, plus comme de The Sandbox, pour la seule et unique raison que c'est le seul business model scalable. On ne peut pas créer un métaverse en B2B, parce que même dans le monde réel, il n'y a pas une société qui construit toute la planète. Il doit y avoir des sociétés de manière décentralisée qui construisent autour et qui se créent sa propre économie. Donc je pense qu'elle sera décentralisée et donc basée sur des crypto-monnaies et des NFT. Et je pense que c'est les crypto-monnaies et les NFT qui sont une aubaine pour le métaverse. Quand on crée cette économie, ma définition du métaverse, c'est que c'est une plateforme, une nouvelle typologie de réseau social, là où les nouvelles générations s'ennuient et ont accès à des nouvelles technologies, pas que les crypto-monnaies et les NFT, mais aussi une meilleure puissance de calcul, des meilleurs rendus visuels, qui font que maintenant on peut interagir dans un monde virtuel où il y a plus de 500 personnes sur le serveur, tout simplement, déjà pour commencer. Et donc, en se projetant, c'est clairement quelque chose qui va prendre des parts de marché. Après, encore une fois, c'est une plateforme, comme tout le monde n'a pas forcément un iPhone, ou tout le monde n'a pas Netflix, ou certains utilisent Netflix, d'autres Amazon Prime. Donc ça sera une plateforme parmi d'autres, qui va agréger beaucoup de la nouvelle génération. C'est ce qu'essayent de trouver les marques en allant faire de l'acquisition, des actions marketing. Des actions marketing servent à faire de l'acquisition ou à entretenir les communautés. Et une communauté qui est saine, c'est une économie dans le métaverse qui est saine. Et puis enfin, moi je me projetterai quand même un peu plus. J'aime pas me projeter avec les outils d'aujourd'hui. Je préfère essayer de me projeter avec ce que pourraient devenir les outils de demain. Et je pense que dans 18 mois ou dans 2 ans, on n'utilisera pas forcément des casques de réalité virtuelle. Ça a beau être super immersif. C'est vrai qu'au bout d'une heure, 1h30, on commence un peu à avoir mal au front. Mais il y aura des nouveaux outils, des lunettes interactives comme celles sur lesquelles travaille Google, des gants et des plastrons qui vont nous permettre de sentir un peu comme Ready Player One. Je pensais aussi que c'était assez mystique, mais j'en ai vu, j'ai commencé à avoir pas mal de solutions qui apportaient ça, et j'en ai d'ailleurs testé une, et évidemment ça ressemblait à un plastron de hockeyeur, mais c'était quand même assez intense dans l'émotion que j'ai ressentie. Donc je pense que ça va venir. L'univers du jeu vidéo, c'est le plus simple parce qu'on gamifie et on cache un peu comme nous à travers Dogami. On enrobe de pédagogie et de petits chiens super mignons pour driver de l'adoption dans un environnement gamifié. Mais je suis convaincu qu'il y aura d'autres use cases au-delà du jeu qui vont se développer. Donc voilà. Merci Bilal. Alors Nadège, vous êtes prête à aller dans le métavers? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui vous donne envie d'aller dans le métavers alors? Je pense qu'avant tout, comme ça a déjà été dit, que c'est un lieu d'énormes innovations technologiques qui permet d'apporter des expériences complètement nouvelles, avec un niveau d'immersion, avec des tas de choses créatives qu'on n'a pas autrement. Donc je pense que ça attire effectivement par ça, pour vivre des choses qu'on n'a pas l'habitude et qui vont se renouveler très vite parce qu'on est dans un monde très rapide. Donc ça, c'est très intéressant parce que même pour ceux qui iront et qui viennent du monde actuel, ça permet des innovations, ça permet des évolutions très fortes. Après, ce qui aujourd'hui, à mon sens, mais je ne suis pas complètement tech, donc j'ai peut-être 3 métros de retard, on parle de métaverse ou des métaverses. Bon, ça veut dire que le fait d'en avoir plusieurs, ça ne fonctionne pas toujours de la même façon. Et à mon sens, aujourd'hui, le progrès qui devrait arriver, c'est d'avoir des bridges, c'est d'avoir des passerelles entre les différents métaverses, parce que sinon, c'est très quand même communautaire, mais dans le mauvais sens du terme.
C'est-à-dire qu'on peut pas, si on devient adepte d'un certain univers, on ne pourra pas facilement aller dans l'autre, ou si on crée quelque chose, on ne pourra pas passer de Sandbox à Decentraland, etc. Enfin, je pense que c'est important de technologiquement pouvoir passer d'un monde à l'autre. C'est un bon point. Voilà. Il existe déjà une initiative qui s'appelle Open Metaverse Project et qui tend à standardiser justement techniquement les métavers entre eux. C'est quelque chose qui est déjà en marche. Et puis c'est la seule manière d'avoir une offre qui soit compétitive par rapport à Meta, ex-Facebook. Merci Nadège. On arrive tout juste à la fin. Donc le mot de la fin, c'est pour toi, Nicolas. Alors, toi, tu es prêt à passer 3 heures par jour dans le métavers et à laisser tes enfants 5 heures par jour dans le métavers? Allez, entre nous, on est entre nous, franchement. Je crois que malheureusement, j'en passe déjà un peu plus que 3. En fait, c'est pas évident de faire la synthèse. Déjà, sur la définition en elle-même, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, Bilal. Il ne faut pas rattacher métavers à une réalité virtuelle ou un monde virtuel. C'est avant tout, en fait, la plateforme qui est nécessaire pour l'avènement du Web 3, de l'Internet de la propriété, de l'Internet de la data personnelle. Et donc, ce n'est pas nécessairement un univers dans lequel on va interagir avec un casque et avec un avatar ou avec un objet, que ce soit un chien ou autre chose. Ça peut être aussi à travers son propre nom ou un pseudonyme. Et c'est déjà ce qu'on vit aujourd'hui à travers des réseaux sociaux où parfois vous interagissez et vous ne savez pas nécessairement qui sont les personnes avec lesquelles vous échangez, etc. Mais la grosse différence, c'est qu'on vous redonne votre propriété, vous avez la capacité de la monétiser, les échanges sont plus rapides et vous pouvez bénéficier d'une expérience beaucoup plus enrichissante et beaucoup plus personnelle. Et du coup, c'est vrai qu'il y a 2 voire 3 univers qui viennent très naturellement à l'esprit et qui ont été rappelés par Raphaël et par Bilal. Il y a l'univers qui va s'associer aux marques. Et les marques ont un grand intérêt en fait à s'y positionner pour interagir différemment avec leurs clients, avec leurs utilisateurs, avec leurs fans. C'est déjà le cas sur Instagram, mais en réalité aujourd'hui sur Instagram, les marques interagissent pas si bien que ça et tout à chacun on perd sa donnée. Il y a quelques personnes qui arrivent à la monétiser en passant par des plateformes et en jouant avec des marques, mais tout ça doit évoluer et a besoin d'évoluer. Il y a un besoin d'évolution autour de ça. Donc déjà, un vrai rôle autour des marques et de la mise en avant, qu'elles soient dans l'immobilier d'ailleurs, parce que finalement, elles représentent, en étant des foncières, elles représentent un portefeuille de marques qu'elles présentent à des personnes qui viennent visiter leur mall. L'univers du gaming, bien évidemment, parce qu'il y a déjà eu cette notion de création d'objets, d'achat d'objets, de gamification pour passer d'un level à un autre, qui justement prend encore plus de sens. Et il y a le 3e parti qui est pour moi intéressant, qui est l'évolution des réseaux sociaux. Et il y a un élément peut-être un petit peu utopique, mais qui m'intéresse, c'est l'évolution de Twitter, et notamment l'évolution de la démocratie. Aujourd'hui, c'est pas forcément évident d'échanger avec les pouvoirs publics, de proposer en fait ses opinions, d'avoir ces échanges sur les lois. Peut-être qu'un univers métaversien dans lequel on aurait la capacité d'aller échanger différemment, que ces propositions soient enregistrées, qu'elles ne soient pas plagiées par d'autres, d'avoir des interactions un peu différentes pourrait redonner un élan démocratique qui, à mon avis, est assez nécessaire. Merci Nicolas. Je pense qu'on a parfaitement respecté le timing, n'est-ce pas? Donc merci à toutes et à tous pour cet échange vivant et j'espère intéressant pour vous. Merci Thibaut. Merci à tout le monde.